footballeur professionnel à recruter en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Normes. Je suis aujourd'hui avec Félix Monteis. Salut Félix. Salut Jess, ça va? Bien et toi? Ouais, super, en pleine forme. Écoute, les premiers jours de soleil sont là, donc on va pas se plaindre. Eh ben écoute, ouais, alors là c'est... Alors pour ceux qui vont écouter le podcast en version audio, vous pouvez retrouver la version évidemment sur la chaîne YouTube parce que là, honnêtement, on a un setup exceptionnel. On est donc chez toi, tu es le cofondateur des Halles du Verger et nous sommes carrément dans le verger. Exactement, et dans le verger, entre le verger et le maraîchage, voilà, donc en plein air, en plein champ, c'est un peu ma vie, ça, être dehors et aussi à la fois gérer à la fois, quoi, voilà. Exceptionnel. Alors les Halles du Verger, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, c'est à Castelnau-le-Lez et c'est à 2 pas de Montpellier. Exactement, là les Halles du Verger, c'est une histoire d'agriculteurs qui se sont rassemblés pour permettre aux gens du nouveau quartier Eureka à Castelnau-le-Lez, à côté du domaine de Verchamp, en face de la Chichoumeille. On a monté une grande bâtisse en bois accolée à mon verger. C'est un verger qui fait 5 hectares avec 3 hectares abricotiers, pêchers et cerisiers et 1 hectare de légumes que je cultive l'été, puisqu'après l'hiver je suis plus dans la récolte des olives parce que j'ai aussi 21 hectares d'oliviers à Montarnot. Okay. Et je me suis associé avec les frères Viala du domaine de Olivier qui ont 30 hectares d'oliviers à Combayo. Okay. Et notamment aussi Baptiste Guillot qui lui est un ami aussi de longue date qui a rejoint l'aventure mais qui lui est plus dans la gestion à proprement parler du bâtiment, dans la direction, gérer les salariés, l'organisation, tout ça. Donc les Halles du Verger, c'est un gros bâtiment en bois qui dénote complètement du quartier Eureka qui est un quartier tout fait de béton. Vous rentrez là-dedans, c'est une halle où on va vendre nos produits avec les frères Viala, mais aussi les produits de plein d'amis à nous, producteurs et artisans locaux. On travaille à 98% avec des producteurs Occitanie. On a quelques références extérieures d'Occitanie, quelques fromages et aussi du champagne. Okay. Mais bon, c'est des produits qui sont français 100%. Nous, on prône le savoir bien manger à la française, quoi. Voilà, manger de saison. Manger des bonnes choses et surtout respecter les producteurs et les paysans et les artisans qui le font. Donc on a monté cette halle où on peut venir acheter ces produits, mais on a aussi créé un restaurant bistronomique du lundi au samedi midi, cuisiné par le chef Dubois qui a fait 15 ans pour les frères Pourcel et que j'ai débauché parce que c'est un ami depuis 10 ans maintenant. Et je pense qu'il avait peut-être fait un petit peu le tour de la gastronomie, de la haute gastronomie, il voulait voir autre chose. Donc je lui ai proposé de devenir cuisinier dans les Halles du Verger et d'avoir son garde-manger en fait dans la boutique. Ouais, c'est plutôt exceptionnel pour un chef cuisinier, j'imagine. Voilà, donc lui c'est vrai qu'il a assez vite sauté sur l'occasion. Je pense qu'il était aussi dans une recherche d'un challenge personnel. Il a 31 ou 32 ans, donc je pense que c'était un bon moment dans sa vie. Voilà, on est assez jeune, c'est une boîte, c'est tout nouveau, c'est vraiment la mise en avant d'agriculteurs dans le monde moderne aussi, pour montrer aussi aux gens, aux citoyens de Castelnau mais de Montpellier que en fait vous rentrez dans notre halle, vous coupez avec la ville et vous arrivez directement dans une grange de paysans. Vous allez retrouver que des produits de producteurs locaux, mais aussi quand vous le traversez, vous arrivez finalement dans mon verger, quoi. Donc c'est vraiment toute la symbolique du nom aussi, Halles du Verger, c'est-à-dire que c'est vraiment un bâtiment qui va faire la séparation entre la ville par le biais de cette grange en bois jusqu'au verger que je cultive depuis maintenant mars 2016, quoi. Génial. Voilà. Alors on va reparler des Halles du Verger, mais avant cela, est-ce que en début de carrière, tu avais imaginé, ne serait-ce qu'une seconde, faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors bon, j'avoue que pas vraiment. C'est venu petit à petit au fur et à mesure de ma vie. Disons que moi, quand j'ai fini de passer mon bac, je m'étais lancé plutôt pour faire une préparation à l'école de kiné que j'ai finalement pas continué. Mais tu as quand même fait une année, hein, je crois. J'ai fait 3 mois. T'as fait 3 mois. J'ai fait 3 mois. Okay. Et au bout de 3 mois, j'ai vu que j'avais trop de lacunes et que j'étais pas prêt à, je pense, travailler autant au niveau études que ça. Mais pourquoi
tu as eu envie de tenter kiné? Il y a quelque chose Kiné, non, c'est parce que c'est vrai que moi j'étais rugbyman et puis le métier de kiné me plaisait beaucoup. On avait affaire à beaucoup de kiné avec le rugby. Okay. J'aimais bien ce métier, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Faire des massages, réparer les gars pour retourner au match, soigner les gens, c'était quelque chose qui me plaisait bien, au moins dans l'idée. Voilà, c'est vrai que souvent, quand on a 18 ans après le bac, on n'a pas tout le temps une idée concrète de ce qu'on veut faire, et puis celle-là, c'était celle qui m'a branché le plus. Bon, j'ai quand même passé le concours, hein, malgré n'avoir fait que 3 mois parce que je m'étais inscrit, ça n'a pas été concluant. Donc en fait, moi, mon père qui était ingénieur en bâtiment m'avait dit écoute, il faut quand même que tu me rembourses quand même ta prépa kiné. Parce que ton père t'a payé mon père m'a payé, kiné. Mais voilà, la prépa, il me l'a payé. Donc là, tu poursuis pas et ton père, il te demande de rembourser. Il me demande de rembourser. Il me dit écoute, tu fais ce que tu veux, mon fils, il n'y a pas de souci, Félix, tu fais ce que tu veux. Moi, il n'y a pas de problème pour que tu arrêtes, mais par contre, tu vas me rembourser les 3 000 € que j'ai déboursés pour rien. Donc je dis mais papa, comment tu veux que je te rembourse? Moi, je travaille pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas de connaissances. Il me dit c'est très simple, il avait acheté à l'époque 6 hectares d'oliviers à Montarnot, au nord de Montpellier, que je l'avais aidé à planter avec des amis du rugby et compagnie. Ouais. Et il m'avait dit c'est très simple, si tu veux me rembourser, tu vas travailler dans les champs et jusqu'à arriver à me rembourser. Je lui dis ok, et tu me payes combien de l'heure? Il m'a dit je te payerai 5 € de l'heure vu que je t'héberge aussi à la maison. Et donc, il est pas fou, il s'est compté l'ingénieur. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai bossé là-bas pendant toute une année. Et à la fin de l'année, je me suis dit c'était vers mars là, je me suis dit je vais m'inscrire dans un BTS agricole. Donc je me suis inscrit dans un BTS agricole à Montpellier parce que je jouais aussi en parallèle au rugby en espoir à Montpellier. Donc je voulais pas quitter Montpellier. Donc je me suis inscrit dans un BTS agricole, ça s'appelait technologie végétale, qui m'a appris tout le sol, le vivant, voilà. Mais là, en fait, le boulot pour rembourser ton père devient à ce moment-là, en le faisant finalement une passion. Exactement. Tu développes une passion à ce moment-là. J'ai développé complètement une passion parce qu'en fait, je savais pas pourquoi j'étais vraiment fait, à part peut-être faire la bringue et jouer au rugby. Ça, je sais que pour ça, j'étais très fort. Mais en travail, c'est vrai que j'avais jamais trop travaillé, même si c'était un peu bossé un peu les étés à droite à gauche. Mais là, je rentrais vraiment dans le vif du sujet. Je travaillais pour moi-même, tout seul. J'organisais mon temps de travail et je me suis passionné de ça, quoi. C'était vraiment sympa, très agréable. Et puis je voyais que mon travail servait à quelque chose parce que je m'occupais des arbres, je les voyais grandir, je les voyais pousser. Je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'agriculture, parce que je trouve que à ce moment-là, je me suis dit c'est quand même quelque chose où tu vas travailler et tu vas avoir du résultat assez rapidement. Bon, il s'avère que j'ai appris sur le tard que finalement ça met beaucoup plus de temps que c'est pas si immédiat que ça. C'est pas si immédiat que ça. Et donc après j'ai fait un BTS agricole à Montpellier en parallèle du rugby que j'ai eu. Puis après j'ai voulu continuer en école d'ingénieur, mais au moment où j'ai fini mon BTS, il y a 2 personnes où mon père avait acheté des oliviers qui revendaient une 15aine d'hectares. Et j'ai dit allez banco, je suis bien ici, je suis bien dans la région. Okay. J'ai pas envie de poursuivre plus que ça les études et je me suis lancé dans les oliviers. Donc j'ai acheté ces 15 hectares en plus. Okay. Puis après de là, je me suis installé. Donc là, c'est à Montarnot. Hein. Ça c'est à Montarnot. Ouais. Donc je me suis installé en jeune agriculteur. À l'âge de 22 ans, quoi, voilà, et je me suis fait former par les frères Vella du domaine de l'Olivier à Combaillot, qui sont aujourd'hui mes associés au Hall du Verger. Pareil, quand je les ai rencontrés, jamais de ma vie, je me serais dit on va créer des grandes choses tous ensemble. Parce que là, tu as 22 ans, ils t'accueillent finalement. Ils m'accueillent, voilà. Ils auraient pu me voir comme un concurrent, voilà, en se disant non, on va pas t'aider à t'apprendre le métier, alors que tu as 22 hectares à 15 bornes de chez nous, où potentiellement on va être concurrent. Eux, au contraire, ils se sont dit non, il n'y a pas de concurrence justement entre les oliculteurs. On est un métier qu'il faut développer dans notre région. Okay. Donc ils m'ont pris sous leur bras et ils m'ont appris tout le métier de A à Z. Ils m'ont jamais rien caché. Les techniques de désamérisation des olives, comment de faire d'une olive, de l'huile d'olive d'excellence, comment faire des purées d'olives, des tapenades, voilà, la mise en bouteille, conduire des tracteurs, faire les traitements, savoir tailler, enfin tout le métier d'oliculteur du début à la fin, quoi. Voilà. Donc c'est super intéressant. Là, tu as 22 ans, tu te formes à ce métier. Tu as tenté kiné, tu vois que c'est pas pour toi, mais du coup, toi, j'imagine que tes amis continuent, certains étaient certainement en kiné et poursuivent, et peut-être certains font une autre voie. Comment eux, de quelle manière ils te regardent prendre cette direction d'agriculteur? Eux, je pense qu'ils étaient quand même assez fiers
de moi. Et puis je pense qu'ils sont venus beaucoup aussi bosser avec moi aussi pour m'aider, pour m'accompagner, pour voir un peu ce que je faisais, parce que c'était quand même un milieu moi dans lequel je n'avais pas été réellement bercé, mais ni mes amis de Montpellier, parce que moi je suis montpelliérain, même si je suis né à Toulouse, mais j'ai vécu toute ma vie à Montpellier. Okay. J'ai fait mes études dans les collèges et lycées montpelliérains où il n'y avait pas du tout... on ne conduisait jamais de tracteur, on n'avait jamais vu de paysans et tout ça, quoi. Ouais, donc c'est vrai que eux, ça les a intrigués. Puis l'été, moi, j'avais besoin de main-d'œuvre pour m'aider, donc je les embauchais un peu pour venir m'aider. Je pense que il y a quasiment pas un de mes potes que j'ai pas fait bosser un été. Ah ouais. Donc non, je pense qu'ils étaient plutôt contents. Et puis moi, au final, ça me permettait de me développer et aussi d'apprendre beaucoup sur moi-même ce métier, parce que c'est un métier qui est quand même assez rude. Bon, je sais qu'on le répète souvent, mais c'est la réalité. Hein. C'est-à-dire qu'il faut travailler dans le froid, il faut travailler dans le chaud, il faut se lever tôt, il ne faut pas compter ses heures, il faut savoir accepter le fait que la nature est souvent plus forte que l'homme. Parce que là, tu évoques des arguments physiques, en tout cas le froid, le chaud, etc. Enfin, tu le supportes physiquement, mais psychologiquement, c'est vrai qu'en préparant l'interview, tu me disais... tu t'as beau faire tout ce que tu peux comme au mieux, planter, etc. Mais la nature, tu sais pas véritablement ce qu'elle va te donner, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que t'as beau... psychologiquement, parfois, ça a dû... psychologiquement, des fois, c'est dur. Hein. J'avoue qu'il y a eu des fois où j'ai pleuré dans les bras de mes parents parce que je leur disais, je sais pas pourquoi je fais ça. Est-ce que je vais réussir à gagner un jour des sous? Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? J'avoue que moi, mon père, de temps en temps, m'a un petit peu épaulé financièrement quand il a vu que c'était trop compliqué, notamment en février 2012 où on a eu une grande gelée après 15 jours à 20 degrés en février. Il s'est mis à faire moins 19 une nuit et tous les oliviers ont perdu leurs feuilles, chose qui n'arrive pas sur un olivier. Un olivier, c'est un arbre qui ne perd pas ses feuilles. Okay. Et donc là, on a dû tailler tous les arbres quasiment au niveau de la hanche pour les faire repartir, quoi, pour leur refaire un gain de sève. Et donc on a perdu quasiment 5 années sans récolte. 5 années. Ouais. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben là... Attends, parce que toi, tu dis ça comme ça, mais effectivement, retailler un olivier... Au niveau de la hanche, on les a taillés à la hanche, ils commençaient à se développer, je commençais à créer les charpentières, c'est des arbres qui devaient commencer à produire, quoi, parce que c'était des arbres qui étaient plantés en 2005, on était en 2012, là je devais commencer à sortir mes premières récoltes, et là on prend une gelée fatale, quoi, qui a fait quasiment crever les arbres. Bon, après l'olivier... Mais là tu prends 5 ans quand même. Là je prends 5 ans dans la tête, là ça a été dur, hein. Ça a été assez dur, mais bon, après le problème c'est que soit j'abandonnais tout et tout ce que j'avais passé comme temps en arrière à m'occuper de ces arbres, soit il fallait repartir et rebondir. Donc moi j'ai rebondi, donc déjà tout le bois des arbres qu'on a coupé, je me suis amusé à le vendre à des gens qui avaient besoin de bois de chauffage. Okay. Et puis après j'ai planté du maraîchage entre les oliviers, le temps que ça repousse. Maraîchage, c'est tout ce qui est légumes, surtout légumes de ratatouille, disons, c'est-à-dire tomates, aubergines, poivrons, courgettes, piments, tous les légumes qui poussent l'été. Donc là, je produisais ça et je le vendais dans mes boutiques de producteurs et aux clients autour de chez moi, quoi. Voilà. Justement, tu parles de ton père, il t'a payé tes études de kiné que tu as dû rembourser. Lui, il est ingénieur, c'est ça, ingénieur il était ingénieur en bâtiment, ouais, c'est ça. Et ta mère, Ma mère, elle était infirmière, voilà, elle est à la retraite maintenant. Comme tu disais, pas du tout fils d'agriculteur. Pas du tout fils d'agriculteur, mais par contre, c'est vrai que moi, nous, mes parents sont aveyronais, donc de Cornus et à côté de Rodez, à Gage. Et c'est vrai qu'on a baigné depuis qu'on est petit dans l'art de bien manger, respecter le terroir, la terre. Mes grands-parents, ils avaient des poules, ils faisaient leur potager. Mon arrière-grand-père, lui, était paysan à Cornus, il avait des bœufs. Voilà, c'était à Noël, on faisait des Noëls, comment on peut dire ça, gargantuesques quasiment. Aveyronais, quoi. Voilà, Aveyronais, on mangeait le canard à midi, le soir on avait une dinde de 5 kilos, le lendemain on mangeait le gâteau à la broche, avec des magrets et des bascottes. Voilà, c'était toujours l'opulence de la nourriture, mais tout en respectant cette nourriture et par qui elle était faite, quoi. Voilà, ça c'est vrai que j'ai toujours été baigné là-dedans, et on a toujours tué le cochon. Enfin, pour moi, j'ai toujours vu mon père tuer le cochon tous les ans, et donc tous les ans on avait plein de boîtes de pâté, de super bons pâtés. T'as été imprégné de ça, quoi. J'ai été imprégné de ça, voilà. Et ça, je les remercierai jamais assez, parce que c'est quelque chose qui, je pense aujourd'hui, là où j'en suis avec les Halles du Verger, c'est vraiment une identité qui m'a été inculquée en héritage, et que je pense que j'ai envie de donner aujourd'hui aux gens qui rentrent dans nos halles, parce que c'est quelque chose qui pour moi est une base de l'alimentation, une base en France. En France, on a quand même cet art culinaire de se dire, qu'est-ce que c'est bon de bien manger. C'est quand même agréable de manger des bons produits qui viennent pas du bout du monde, qui sont pas surgelés, du produit frais. Mais d'ailleurs, génial, et de saison.
bien sûr, et de cet héritage que tu évoques, j'entends héritage familial de tes origines aveyronaises. Tous tes contacts de producteurs, etc., il y en a une bonne partie qui viennent d'Aveyron. Ah oui, ça c'est sûr. En fait, moi aujourd'hui je suis dans 3 boutiques de producteurs. Ces boutiques de producteurs, c'est des boutiques où en fait on tient la boutique à tour de rôle pour vendre nos produits, mais aussi les produits de tout le monde. Comme ça, en fait, nos produits sont en vente tous les jours de l'année, puisque en fait on a un roulement avec les producteurs et ça nous permet de ne pas payer de salariés à tenir la boutique. Donc c'est quand même assez intéressant. Et dans ces 3 boutiques, j'en avais 2 qui étaient en Aveyron, donc une vers Arvieux, près du lac de Parelou, et une à Nantes, à Nainté, dans la Dourbie. Voilà, juste vous descendez, vous montez de Larzac, vous redescendez. Et donc j'ai rencontré. Pardonne-moi, juste pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas bien l'Aveyron, effectivement, Nantes, Cornus, on est dans le sud de l'Aveyron, plateau du Larzac, qu'on recommande évidemment. D'y aller, c'est sûr, il y a que des gens qui ont des bons produits et de bons producteurs. Voilà, donc ça, moi, c'est des gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure de ma vie, plus d'autres personnes sur des marchés, sur des salons, au cours de nos vies, quoi, et tous ces gens-là avec qui j'ai adoré avoir leurs produits, les goûter, tout ça, je les ai appelés, je leur ai dit, je vais monter une halle de vente de produits de producteurs. Est-ce que ça vous intéresse d'en être? Il y en a qui ont été complètement partants, il y en a qui n'étaient pas forcément chauds, mais en tout cas, ceux qui nous ont validés, ils sont là aujourd'hui. Je pense qu'ils sont très contents de nous vendre leurs produits et de voir leurs produits présents chez nous, que ce soit à la boutique ou au restaurant, quoi. Je reviens sur ta formation. Elle dure combien de temps, ta formation? Formation, le BTS agricole, c'est 2 ans. Ouais, et ensuite, quand tu bascules... Et ensuite, après, après, il y a un stage de 8 mois à faire chez un exploitant agricole. Ouais. Donc, je l'ai fait au domaine de l'Olivier. Ouais. Donc, j'ai fait 6 mois parce qu'en fait, vu qu'en BTS, on a déjà 4 mois de stage, ça nous permet d'avoir 2 mois de moins à faire en stage. Mais en fait, après, moi, je suis resté chez eux quasiment à travailler pendant presque une dizaine d'années pour apprendre le métier de A à Z, quoi. Donc, tu apprends le métier une dizaine d'années. Ouais. Donc là, tu travailles pas pour toi à ce moment-là. Je travaille pour moi, mais dès qu'ils ont besoin d'un petit coup de main, moi je réponds toujours présent à l'appel. J'essaie d'être vachement disponible pour eux parce qu'en fait, quand je travaille pour eux, je gagne un petit peu d'argent, ils me rémunèrent un petit peu, donc moi ça me permet de subvenir un peu à mes besoins d'exploitation, parce que les arbres que j'ai achetés, ils avaient à peine 5 ans, donc j'avais aucune rentrée d'argent sur ces arbres-là, donc il fallait bien que je trouve de quoi gagner un peu d'argent pour faire vivre l'exploitation. Et derrière, d'un autre côté, en plus, ils m'apportaient énormément de savoir qui pour moi était essentiel, parce que moi j'arrivais en agriculteur avec zéro connaissance, si ce n'est les connaissances du BTS. Et encore, c'était pas un BTS sur les arbres, c'était un BTS sur les grandes cultures, c'est-à-dire les céréales et tout ça. Ouais. Donc je connaissais un peu le système de vie de la terre, mais je connaissais pas comment tailler un arbre, je savais pas quels étaient les traitements obligatoires, quels étaient les besoins en eau, comment. Parce que moi, la première fois que j'ai cueilli une olive chez eux, le premier réflexe que j'ai fait, c'est que je l'ai mangé. Bon, je l'ai craché de suite parce que c'est immangeable une olive tirée d'un arbre. Hein. J'ai fait l'essai un jour chez vous, vous verrez, c'est assez dégueulasse, c'est très amer. Okay. Le goût il reste pendant toute la journée dans la bouche. Okay. Mais c'est vrai que c'est que des choses qui m'ont permis d'apprendre et d'acquérir au fur et à mesure de la vie, qui fait qu'aujourd'hui, je pense que j'ai pas mal acquis de connaissances, mais j'ai envie d'en avoir encore de nouvelles et d'apprendre plein de nouvelles expériences aussi. Et durant toutes ces années à apprendre à leur côté, est-ce que, j'imagine qu'il y a des super moments, et il y a aussi des moments peut-être plus tu te rends compte peut-être de la réalité du métier. Est-ce que ça te conforte dans ton choix à ce moment-là où tu dis j'ai appris pendant 10 ans à leur côté, pendant ces 10 années? Est-ce que ça te conforte dans ton choix? Tu disais tout à l'heure, j'ai quand même pleuré dans les bras de mes parents en me disant qu'est-ce que j'ai fait. J'imagine que c'est un ascenseur émotionnel pendant 10 ans, non? En fait, je pense que c'est des gens qui ont été avec moi un peu comme des pères spirituels au niveau de l'accueil, parce que c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'était des gens qui auraient pu se dire hop, on lui met un stop de suite, il va devenir notre concurrent, et non, pas du tout. Ils m'ont vraiment pris sous leur aile et puis ils m'ont appris et ils m'ont permis aussi de faire des erreurs. C'est-à-dire que j'ai fait plein d'erreurs, hein. Je me suis trompé sur des quantités par exemple de sel dans des saumures où on a dû jeter des fûts parce que les fûts étaient pourris, tout ça. Ils ont fait exprès de me laisser me tromper pour justement que j'apprenne, et ça, pour ça, je leur en tire entièrement mon chapeau, notamment Rock, avec qui je suis la plupart du temps au hall ici. C'est quelqu'un qui m'a laissé me tromper et qui m'a laissé voir par moi-même qu'en fait je peux apprendre aussi par moi-même, mais que lui il serait toujours là aussi pour m'aider s'il y avait besoin. Et je pense qu'aujourd'hui on a lié une vraie complicité, lui et moi, parce que c'est vrai que c'est des choses quand tu es jeune et que tu crois que tout est facile et que en fait moi j'avais toujours été un peu entre guillemets subventionné par mes parents. Là, se retrouver la tête dans le guidon, c'est vrai que c'est différent. Puis quand j'ai
vu en 2012, moi, le mal que j'ai ressenti avec mes arbres qui avaient une dizaine d'années. Et quand je vois eux, des arbres de 60 ans où il a fallu faire la même chose, et que je me suis dit, mais attends, comment eux, ils arrivent encore à avoir le sourire le matin et se dire, putain, on continue à bosser, on va trouver des solutions. Parce qu'avec eux, leur leitmotiv, c'est, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc ça, c'est impressionnant parce que même quand c'est dur, même quand c'est compliqué, il y a toujours une solution. Même quand on ne sait pas faire, on va trouver une solution. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a apporté et sur lequel je leur tire énormément mon chapeau. Notamment avec Rock, on est parti, une fois, il y a des Afrikaners qui viennent au domaine de Olivier, chez Pierre Viala, et qui goûtent leurs olives, et qui disent, mais vos olives sont sensationnelles. Nous, on a des oliviers en Afrique du Sud, mais on ne sait absolument pas préparer des olives comme vous le faites vous, quoi. Elles sont souvent préparées à la méthode espagnole ou grecque, c'est-à-dire c'est avec une méthode de fermentation où on met les olives en plein soleil et la chaleur du soleil fait désamériser les olives, quoi. Et nous, c'est une technique qui est un peu différente. C'est une technique de désamérisation flash qui va permettre en fait d'avoir une olive très craquante, qui est très bonne en fait. Et donc les Afrikaners, en goûtant ça, ils disent, mais venez chez nous apprendre. Et il m'a pris dans son bagage. On est parti en avion en Afrique du Sud, au nord de comment ça s'appelle, au nord de c'est Cape Town, la ville du sud de tu veux dire Johannesburg? Non, tout au sud d'Afrique du Sud. Ah oui, au Cap, tout au sud. Au Cap. Et puis c'était un peu au nord du Cap. Et on est resté un mois là-bas à préparer des olives pour des Afrikaners. C'était une expérience de fou, quoi. Et donc je pense qu'après cette expérience-là, avec Rock, on a commencé vraiment à se dire, putain, on adore vraiment se relever des challenges tous les deux. Et je pense qu'on a vraiment envie de bosser ensemble. Et puis c'est de là qu'est venu, je pense, un petit peu mon envie de partager ce projet des Halles du Verger avec lui, quoi. En 2012, c'est ta pire galère ou pas du tout? 2012 c'est compliqué, quoi. 2012, tu te lèves un matin, tu sais qu'il a fait froid, tu vois tes arbres qui sont encore avec les feuilles, mais tu vois que 10 jours après, toutes les feuilles sont tombées au sol. Moi, je ne sais pas trop ce qui se passe, donc j'appelle les Viala, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, les arbres ont gelé, il faut qu'on les taille au tronc pour faire une remontée de sève, pour qu'ils recréent de la nouvelle pousse, pour qu'il y ait un nouvel arbre dans 5 ou 6 ans, quoi. Là, j'avoue que là, ça a été assez dur, ouais. Ça a été assez compliqué, quoi. Voilà. Ouais, la difficulté, elle coûte cher quand même. La difficulté, elle coûte cher. Elle coûte cher parce qu'en fait, c'est indépendant de ta volonté. Ouais. C'est-à-dire que même si j'avais mis des bougies comme on peut faire pour de temps en temps sauver des températures de -2, -3 degrés, là sur du -19, on n'avait aucune chance, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est la nature. Mais comme je dis, la nature, il y a des années où elle va être très clémente, elle va nous faire des récoltes de fous. Et il y a des années, c'est ce que j'allais te demander, à l'inverse, tu as un moment comme ça Les premières années où j'ai planté le verger, ici, là, au bout de la 3e année, je sortais des énormes quantités de fruits. Moi, j'étais impressionné, quoi. Je voyais ici, aux Halles du Verger là, au verger des Halles du Verger. Les premières années, moi, on m'avait dit il faut au moins 5 ans avant de sortir les premiers abricots. Au bout de 3 ans, j'avais des abricots qui étaient trop bons. Je sortais quasiment entre 5 et 6 kilos par arbre, sachant que j'ai 1000 arbres. La première année, je me suis dit, au bout de 3 ans, je me suis dit, c'est quand même des belles récoltes, c'est vachement encourageant pour l'avenir, quoi. Et c'est vrai que jusqu'à présent, le verger, il produit quand même relativement pas mal, quoi. Donc je suis assez content de ça et je continue à travailler quoi, parce que c'est vrai que l'olivier, il a quand même une certaine alternance, le verger a une certaine alternance. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé un certain équilibre avec les deux mélangés, quoi. Et ton père qui t'avait vu partir en kiné et qui aujourd'hui te voit agriculteur, qu'est-ce qu'il en pense? Moi, je pense que déjà mon père il est décédé il y a 4-5 ans, mais c'est vrai que c'était à l'aube de sa retraite, quoi, et il m'avait dit... Il t'a vu te développer comme agriculteur? Il m'a vu me développer en tant qu'agriculteur quand même, mais et lui, puis, il était toujours ingénieur. Je pense qu'au fond de lui, il avait toujours un espèce de petit rêve, c'était de devenir agriculteur, puisqu'il m'a dit quelques jours avant de mourir, on était là dans le verger, on était allé chercher de la paille à Cornus, sur le terrain que j'avais à Cornus, parce que je faisais de la paille pour pailler le pied des arbres, pour qu'en fait ça va permettre de garder l'humidité au pied des arbres. Pour ça, tu arroses toute l'eau que tu mets dans le sol, elle n'est pas évacuée de suite, elle est stockée dans la paille qui se diffuse petit à petit. Donc moi, j'avais pas le permis remorque, lui il avait le permis remorque, on avait fait des allers-retours en camion benne avec une remorque, on avait chargé plein de paille dessus de Cornus, on l'avait descendu ici, c'était même la veille de son décès, et il m'avait dit, putain, tu vois, là j'ai vraiment hâte d'être à la retraite, comme ça je pourrais venir bosser avec toi tous les jours
Et moi, j'avais dit, oh non, papa, s'il te plaît, viens pas me saouler tous les jours au boulot. J'ai envie d'être tranquille et tout. Il m'a dit, non, mais moi, c'est mon plus grand rêve et tout. Et puis c'est vrai que je m'en rappelle maintenant. C'est le lendemain, il y a la gendarmerie qui m'appelle et me dit, ah, votre père est mort sur son vélo. Et j'avoue que ça m'avait beaucoup marqué qu'il m'ait dit ça la veille en me disant, je serais trop fier de bosser avec toi. Je peux te demander de quoi il est mort? Il est mort, il a fait une crise cardiaque sur son vélo. Il faisait du vélo, je crois que c'était, ça va être le 13 ou 12 ou 13 juillet, en plein cagnard, pareil, en Aveyron, à côté de Nantes. Et je pense qu'il avait été trop joueur ce jour-là de partir en vélo en plein après-midi. Il aurait peut-être mieux fait de rester à la fraîche, à la douce. Il se serait moins fracassé le cerveau. Mais bon, après, c'est pareil, ça fait partie des choses de la vie, de la nature. Moi, j'ai mis du temps à l'encaisser, mais c'est des choses je pense que ça fait partie des choses qui arrivent. Et puis aujourd'hui, je pense que de là-haut ou d'en bas ou de là où il est, en tout cas, je pense qu'il doit avoir une certaine fierté. Ma mère qui est encore là, elle est très fière de venir. Elle s'est même mise à devenir apicultrice amatrice où elle a mis des ruches là dans le verger qui me permettent d'avoir une belle pollinisation quand même de mes fruits et de mon maraîchage. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui, je pense que même que mes deux frères qui sont ingénieurs, ils sont quand même assez fiers de moi. Mon grand frère qui a une grosse boîte à Paris me dit toujours, moi je vais faire ma retraite à 50 ans, je vais venir bosser avec toi. Mon petit frère pareil. Enfin, je pense qu'il y a un amour dans la famille sur le côté agricole. Il y a un amour de la terre chez vous, un c'est amour de la terre, je pense qui a été inculqué de nos parents et qui les fait rêver. Après, moi je leur dis souvent, vous savez, l'agriculture, c'est joli d'en rêver, mais c'est beaucoup plus compliqué de le faire au quotidien. Ouais. Même j'avais un pote qui m'avait dit, je crois que l'agriculture c'est un métier de riche ou c'est vraiment c'est un loisir de riche ou c'est un métier de pauvre. J'avais trouvé ça assez vrai parce que c'est un métier où tu galères à gagner des sous, mais quand tu as des sous, tu peux investir un peu dans des terres agricoles pour essayer de développer de l'agriculture si c'est pas ce dont tu as besoin pour vivre, quoi. Voilà. Je trouve ça fou, ton père ingénieur en bâtiment qui finalement, en t'écoutant, rêvait peut-être que d'une chose, il était très certainement heureux de son métier d'ingénieur, mais c'était de retrouver son fils dans le verger, quoi. Ouais, je pense qu'au fond de lui, quand il m'a dit, le jour il m'a dit, allez, par contre, si tu veux arrêter kiné, t'as le droit, mais par contre, tu me rembourses en allant bosser au champ, je pense que c'était sa manière à lui de me dire... Va voir l'agriculture, je pense que c'est quand même un métier qui pourrait bien t'aller. Je pense qu'il avait bien cerné la personne que j'étais, qui avait besoin souvent d'autonomie, d'essayer de gérer, de prendre des bases dans la gueule pour avancer. Je pense que c'est un peu comme ça que j'ai toujours avancé de toute façon. Et je pense que il l'avait bien décelé. Je suis un peu ému et sans voix de t'écouter. J'ai moi-même perdu mon père qui aussi, au moment de la retraite, on lui dit voilà, tu as un cancer et 2 ans plus tard, il partait et le tien, il était quasi à la retraite. Mais malheureusement, il n'aura pas profité. C'est pas évident quand même. Ouais, c'est pas évident, mais je pense que ça permet aussi de relativiser sur la vie du quotidien et de se dire il y a des choses qui sont graves, il y aura d'autres choses qui seront graves, il y en aura encore d'autres qui seront graves, mais si on s'arrête aux premières choses graves, on va pas trop avancer dans la vie, quoi. Donc moi je pense que je reste quand même quelqu'un d'assez positif. De toute façon, il le faut aujourd'hui où il y a tout qui est compliqué. On a l'impression que dès qu'on allume la télé, ça donne envie de pleurer. Donc moi déjà la télé, je l'allume pas vraiment, quoi. Comme ça, moi, je suis pas trop au courant de ce qui se passe mal. J'essaie déjà de m'en sortir moi-même. Et puis là, avec les projets que j'ai au quotidien, c'est-à-dire déjà ce gros projet des Halles du Verger qui me prend beaucoup de temps, mais sur lequel je suis très fier d'avoir réussi à le monter. Je dis pas que l'affaire est réussie, mais en tout cas de le monter, de l'avoir réalisé exactement dans l'état d'esprit que je voulais amener ici, c'est-à-dire vraiment relier la ville et l'agriculture dans un même bâtiment. Ouais, d'ailleurs, comment le projet s'est lancé? Parce que toi, finalement, t'avais ta vie d'agriculteur de ton côté. Comment tout ça arrive finalement? En fait, en 2014, il y a eu un appel d'offres lancé par la SERM sur le terrain sur lequel on est là, qu'on fait l'interview. Ouais, où d'ailleurs il fait 30 degrés et bon, là, on commence à bien transpirer. C'est ça, on commence à avoir un peu chaud au front. En fait, il y a eu un appel d'offres pour monter de l'agriculture urbaine parce qu'ils étaient en train de construire un grand quartier qui fait 25 hectares qui s'appelle le quartier Eureka avec plus de 3000 logements. Et éco-quartier de ce que j'ai pu voir. Éco-quartier, voilà, très axé éco-quartier et qui est entre le domaine de Verchamp qui est un hôtel 5 étoiles et ce nouveau quartier. Sauf que le propriétaire du domaine de Verchamp avait dit ce serait bien qu'il n'y ait pas de bâtiment à coller à mon hôtel pour que je ne perde pas mes 5 étoiles. Donc la SERM avait lancé un appel d'offres pour mettre de l'agriculture urbaine.
Et puis moi j'ai répondu à l'appel d'offres en disant je pense qu'il serait pas mal de réimplanter un peu de verger ici où on est entouré de vignes. Il y a quand même beaucoup de vignes ici. Et donc c'est moi qui ai été tiré au sort. Donc j'ai décidé de planter ces terres. Et puis donc j'ai signé un bail un fermage avec la Cerne, un fermage de 18 ans. Et dedans j'avais dit il serait intéressant d'avoir un point de vente des futurs fruits pour les futurs habitants et travailleurs de cet écoquartier de RK auquel la Cerne a validé de suite. Donc j'ai commencé à cultiver. Au bout de 5 ans, j'ai commencé à sortir des jolies récoltes. Et là, l'année dernière, il y a 2 ans, je suis allé voir la Cerne, je leur ai dit là j'ai monté une petite guitoune au bord de route où je vends un peu mes produits, c'est bien mais j'ai pas trop de visibilité et tout, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de développer quelque chose d'un peu plus sympa? Et il m'avait dit si, ce serait pas mal que tu nous présentes un projet et après on voit si on est capable de te suivre et tout. Donc je leur avais dit écoutez, est-ce qu'on ne montrait pas une grande grange de paysans où dedans on ferait une boutique de producteurs. À la base, ce que je voulais faire, une boutique de producteurs. Et ils m'ont dit c'est super et tout. Donc après on a présenté le projet à la mairie. La mairie a dit le côté boutique c'est très intéressant, mais vu qu'il y a un nouveau quartier qui arrive, ça serait bien de remettre l'église au milieu du village et de créer un lieu de vie. Donc c'est de là où où je me suis dit là ça va aller au-delà d'une boutique de producteurs, chose que je pense que j'aurais pu gérer seul. Là je me suis dit il va falloir que je me suis dit est-ce que je vais avoir les reins solides de partir tout seul. Je me suis dit non, vaut mieux que je demande un peu d'aide. Donc j'ai appelé mes premières personnes qui m'ont tendu la main à chaque fois que j'ai eu un problème, c'est-à-dire les frères Viala qui m'ont tout appris. Je me suis dit quel est le juste milieu, la juste réponse que je peux leur donner, c'est est-ce que vous êtes chaud de venir avec moi dans ce projet? Et eux, ils ont dit oui direct. Et puis après, quand on a monté le projet et tout ça, on s'est rendu compte que c'était un gros bébé qu'on était en train de monter, puisqu'on avait décidé de monter en plus un restaurant où on n'utilisait que les produits de la boutique, plus un bar qui utilise que des produits de la boutique et des artisans locaux et tout ça. On s'est dit il va quand même falloir quelqu'un de plus pour gérer cette grosse machine. Et c'est là où j'ai fait appel à mon ami Baptiste Guillot, qui lui il travaillait dans une grosse boîte d'événementiel à Lyon. Et que j'ai un peu démarché. Je lui ai dit écoute Baptiste, on a ce projet, je sais que tu as envie de rentrer vers Nîmes parce que lui il est nîmois. Et il me dit écoute, ton projet m'intéresse pas mal, mais moi je suis prêt à partir avec vous en tant que directeur si on s'associe tous ensemble, chose que j'ai validée aussi. Et puis là maintenant on a ouvert depuis le 24 juillet cette grosse bâtisse en bois, ce gros bébé qui tourne, qui ronronne pour l'instant doucement. On est encore en train de chercher plein d'idées, plein de choses à développer, mais bon, aujourd'hui, c'est magasin où on vend les produits de producteurs locaux, donc on achète les bêtes entières aux producteurs, comme ça on peut rémunérer au prix juste les producteurs. On achète les fromages entiers qu'on coupe sur place. Après on a une partie restauration, donc restaurant bistronomique du lundi au samedi midi, cuisiné par le chef du bois, comme je vous disais tout à l'heure, qui a fait 15 ans chez Pourcel, donc il y a quand même un gros bagage. Puis il y a de la surface, j'ai 300 mètres carrés à l'intérieur, 1000 mètres carrés à l'extérieur, je crois, c'est ça. On a des terrains de pétanque, on est ouvert sur le verger, on peut quand même... c'est vraiment quand vous arrivez chez nous, vous traversez la halle, vous êtes dans un grand extérieur, surtout avec des journées comme ça, là. Vous verrez, à partir de 17h, quand on est à l'ombre, il y a plein de gens qui commencent à arriver à boire des bières locales et jouer aux boules dans les halles, quoi. Voilà, donc c'est top. Après, on a fait une restauration qui est super intéressante le midi pour les entreprises aux alentours. Et le soir, on a décidé de faire plutôt des thèmes à chaque soirée. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les restaurateurs, et ce que nous on peut comprendre aussi totalement, c'est que les mecs ils sont opérationnels pour travailler le midi et beaucoup moins le soir. Donc on a voulu alléger aussi la restauration du soir. Donc le soir maintenant on fait des thèmes. Donc le mardi on fait des grands barbecues. Le mercredi on fait une carte des viandes. En fait les gens choisissent la viande qu'ils veulent manger. On le raye au fur et à mesure. Le mercredi c'est moi qui fais les brazucades de moule au bras zéro. Le jeudi, c'est un ostréiculteur qui était mon ancien entraîneur de rugby, qui s'est reconverti en ostréiculteur, qui vient nous présenter le plateau d'huîtres et de fruits de mer. On propose toujours quelques planches de charcuterie, de fromage, parce qu'on a des bons produits, quoi. Et après, le vendredi, soirée burger, et le samedi, c'est regrillade, burger. Voilà. Vu qu'on achète les bêtes entières, on est quand même axé viande. On a toujours des options végétariennes, parce qu'on est des producteurs de végétal quand même aussi. Voilà, on essaye d'être au maximum dans un cercle le plus vertueux possible, c'est-à-dire le moins de gaspillage possible, avec le restaurant qui peut aussi transformer les produits de la boutique. Donc si, imaginons, on a une salade ou une blette qui a pris un petit coup de chaud, le restaurant peut le transformer facilement en purée, en sauce, en nem, enfin faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils adorent faire d'ailleurs. Et je pense, c'est ce qui a bien plu à Bertrand, notre chef, c'était de se dire, en fait j'ai quand même un petit challenge, c'est-à-dire que je vais faire ma cuisine, mais mon menu,
c'est peut-être pas le même que la veille, que du lendemain, du surlendemain. D'ailleurs, on a pas mal de mecs des boîtes qui viennent manger le midi qui disent mais c'est génial chez vous, on peut venir manger tous les jours on aura c'est différent, quasiment un nouveau menu, quoi. Voilà, il y a quelques plats qui restent un petit peu dans la semaine parce que c'est des plats qu'on va faire pour la semaine, mais souvent il y a on sait qu'il y a des côtelettes d'agneau qui vont passer dans 4 jours, on va peut-être essayer de mettre en avant plutôt la côtelette d'agneau pour éviter d'avoir le moins de déchets possible dans les halles. Donc on est vraiment dans un cercle le plus vertueux possible, quoi, voilà, au maximum. C'est marrant, Félix, je t'écouterai. Tu parles tellement avec passion. T'incarnes tellement ce que tu fais, ce que tu vis au quotidien. C'est juste. En tout cas, moi, ça me captive. Et t'es franchement. T'es une belle raison pour laquelle j'ai voulu créer ce podcast hors norme. Pour moi, je le rappelle, pour ceux qui suivent le podcast, mais pour moi, hors norme, c'est quelqu'un comme toi, c'est-à-dire quelqu'un qui a trouvé sa singularité et qui a réussi à la placer au bon endroit. Et qu'est-ce qu'une singularité ? Une singularité, c'est ce qui se trouve entre ce dont tu hérites et ce que tu crées dans ton quotidien, dans tes expériences de la vie. Et en t'écoutant, on sent très bien que tu as accepté ton héritage, c'est-à-dire cette histoire familiale avéronaise, même si tes parents n'étaient pas agriculteurs, on sent qu'il y a un passé de la bonne bouffe, en tout cas un environnement sain, équilibré, en tout cas que tu as envie de reproduire à ta manière, de manière moderne. On sent, il y a ton histoire autour avéronaise que tu as gardé. Tu aurais pu très bien faire le choix, en pleine conscience, de dire voilà, ça c'est mon histoire, mon héritage, mais je vais vers autre chose. Ce qu'a fait ton père, manifestement, il est devenu ingénieur en bâtiment. Mais toi, tu le prends et tu le sublimes pour aujourd'hui. Je t'ai pas demandé quel âge tu as, Félix. Moi, je viens d'avoir 37 ans là. À 37 ans, je trouve que je sais pas, tu réconcilies, enfin en écoutant ce que te disait ton père juste avant de décéder, presque il aurait voulu lui embrasser la vie d'agriculteur, en tout cas après sa carrière d'ingénieur. Peut-être tu réconcilies la génération de ton grand-père, celle de ton père, et tu incarnes tout ça en même temps. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. C'est assez... Et on sent quand tu le racontes, enfin moi qui suis en face de toi, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, t'as un charisme naturel, mais parce que t'as une singularité qui se trouve vraiment au bon endroit. Et c'est marrant, et je remercie d'ailleurs Pierre Fraisse de nous avoir mis en contact, puisque Pierre est le cousin de ma femme, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque Pierre faisait son anniversaire au Hall il y a 15 jours. Que moi d'ailleurs, ouais, en même temps que toi, il y a 15 jours je crois. Et c'est vrai que Pierre m'avait parlé de toi, mais pas que. En fait, tout le long de la soirée où je croisais des gens que je connaissais pas, j'échangeais, etc. Tout le monde, mais vraiment, hein, Félix, tout le monde, pour X raisons, m'ont glissé un mot sur toi. Je dis, mais Félix bienveillant, Félix l'humain, Félix, on l'aime. Non mais vraiment, il y avait, je sais pas, 150 personnes à ton anniversaire, ils auraient pu tous me dire, enfin ils me racontaient tous d'une manière très différente, mais ils me racontaient finalement la même chose, c'est Félix, on l'aime. Et c'est incroyable cette portée que tu peux avoir. Et même là, quand je t'écoute parler de ton projet, l'agriculture, on sait combien parfois c'est magique, mais combien c'est difficile. Mais en face de moi, tu sembles hyper solide, quoi. Comme si, il faut raser des arbres, il faut raser des ceci, il faut faire ci, ok, pas de problème, on va recommencer. T'as une espèce de truc... une énergie presque indestructible. On dit ok, il va forcément y arriver, et toujours je trouve intelligemment, c'est pas réussir tout seul, etc. C'est avec les autres, pour que vraiment véritablement l'ensemble soit équilibré, quoi. C'est assez incroyable ce que tu as réussi à créer. Alors, je suis désolé, je l'exprime peut-être un peu mal, parce que c'est un peu émotionnel, enfin, tu vois, c'est ce que en tout cas, j'essaie de recracher ce que tu me provoques comme émotion, tu vois. Et et je fais le lien avec ce qu'on me disait à ton anniversaire, et maintenant qu'on a échangé pas mal et que je t'entends encore raconter ton histoire, je me dis putain, ce mec qui est quand même incroyable. C'est gentil. Non mais vraiment, ça fait du bien, parce que c'est vrai que c'est pas des choses qu'on entend souvent non plus. C'est vrai que nous maintenant on est
Déjà, quand on est agriculteur, on ne croise pas beaucoup de monde, à part quand on va dans les boutiques de producteurs ou quand on va faire nos marchés, des choses comme ça. Et puis les gens ne savent pas d'où on vient, ce qu'on fait. Et donc on n'a pas de message, entre guillemets, d'amour comme ça. C'est plaisant, ça fait du bien, ça réconforte et ça donne aussi envie de continuer. Je pense que nous, aujourd'hui, notre force dans les Halles, ce qui nous fait vivre en tant que producteurs, mais qui veulent mettre en avant l'agriculture française, c'est vraiment le retour des gens, des clients qui viennent chez nous et qui disent ouais, en fait, c'est génial ce que vous faites. Vous avez tout compris, c'est taille de novateur. Et moi, j'ai tendance à leur dire, mais en fait, non, nous, on n'a strictement rien inventé, par contre. On faisait exactement ce que faisaient nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, c'est-à-dire cultiver et vendre ce qu'on cultive et juste expliquer aux gens qu'en fait, on est parti beaucoup trop loin maintenant. On fait un peu trop n'importe quoi. On achète des tomates qui viennent du fin fond de l'Espagne dans des endroits où il n'y a plus d'eau, mais qu'on continue à arroser avec des viaducs qui amènent de l'eau de l'autre bout de l'Espagne. Bref, ça, c'est des choses qui, pour moi, c'est pas du tout dans mon état d'esprit. Je préfère expliquer aux gens, écoutez, on est en plein hiver, il n'y a pas de tomates, vous avez des choux et des patates et des courges qu'on poussait cet été, qu'on vous vend et qu'on essaie de vendre maintenant et de les conserver. Il n'y a pas de fruits parce que c'est pas la saison des fruits. Attendez le printemps quand il va y avoir les fraises, les asperges, qu'il va y avoir les premiers abricots, les premières cerises. C'est une espèce d'éducation aussi qu'on fait au quotidien. Et c'est vrai que quand les clients le comprennent ça et qu'ils reviennent vers nous en nous disant mais ouais, en fait, ce que vous faites, c'est génial parce que nous, on a oublié, en tant que citadins, on a oublié ça. On a oublié qu'une bête, c'est pas juste des steaks et des steaks hachés, et des entrecôtes ou des côtes de bœuf. Des côtes de bœuf, nous, on a des clients, des fois, ils disent « c'est dommage, il n'y a pas de côtes de bœuf ». Je dis « Ouais, mais nous, on achète les bêtes entières. Il y a 7 côtes par demi-bête. Donc, on aura 7 côtes toutes les semaines. On n'en aura pas. On ne peut pas en acheter 40 juste pour que vous mangiez de la côte de bœuf. Par contre, vous pouvez manger un rhum steak, parce qu'on en a beaucoup. Vous pouvez manger de la basse côte. Vous pouvez manger un autre morceau. Voilà. Il y a des moments où il n'y a pas d'agneau, parce que c'est comme ça. Les agneaux ne sont pas prêts pour partir à l'abattage. On explique aux clients, on explique aux gens. Il n'y a pas d'agneau au restaurant, il n'y a pas d'agneau en boutique. Parce que pour moi, c'est une base qu'on a oubliée. En 2024, on appelle ça finalement, pour utiliser des termes un peu sophistiqués, mais de la consommation raisonnée. Mais finalement, c'est ce que c'est ce que tu dis, c'est ce que faisaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ils mangeaient pas plus ce qu'ils n'avaient en fait. C'est ça. Et c'est bête comme chou, mais c'est ça la réalité en fait. Et c'est ce que tu prônes, c'est ce que tu, en tout cas, et effectivement, d'ailleurs, je fais le lien avec ce que tu me disais avant l'interview. Tu me parlais de ton verger là, qui est juste derrière toi, où effectivement, tu n'étais pas du tout dans une logique de surproduction, où tu aurais pu faire des plantations tous les 3 mètres et tu as préféré le faire tous les 5 mètres, parce que tu préfères en tout cas, miser sur le moyen long terme, espérer en tout cas que tes plantations soient un peu plus durables et pas être dans la surconsommation, la surproduction en tout cas, de tes plantations. Moi je vais plutôt être à voir avec la nature ce qu'elle est capable de nous donner. S'il y a des années elle donne moins, écoute, je l'accepte. Peut-être que l'année d'après elle m'en donnera 2 fois plus et puis il faut essayer de jongler comme ça. C'est sûr que l'agriculture aujourd'hui c'est devenu... il y a deux modes d'agriculture. Tu as l'agriculture un petit peu intensive où il faut faire du rendement tous les ans. Ou alors tu as une agriculture un petit peu différente où on va essayer de comprendre la nature, de vivre aussi avec elle et d'essayer de récupérer ce qu'elle est capable de nous donner. C'est sûr que si pendant 10 ans je booste mes arbres à leur faire cracher le plus de fruits, peut-être que dans 10 ans, mes arbres ils vont mourir, je vais devoir replanter, réattendre 3-4 ans avant d'avoir les premières récoltes, et dans 10 ans, les réarracher, tout ça. Ça se trouve, mes arbres, dans 15, 20 ans, 30 ans, ils seront peut-être encore là. Peut-être qu'ils donneront moins de fruits que si j'avais replanté un arbre tout neuf. Mais moi, je pense que ça fait aussi partie de la nature, de développer des arbres. C'est pas que pour l'humain qu'on le fait, c'est aussi pour notre végétation, pour notre nature. Là, par exemple, j'ai acheté un petit bout de forêt parce que je me suis dit, là, aujourd'hui... qu'est-ce qui me manque le plus, ça serait d'avoir de la forêt, quoi. Voilà, là, j'ai acheté un petit bout de forêt au nord de Montarno, voilà, parce que vraiment, je me suis dit, ce qui me manque, c'est vraiment ce côté bois, parce que j'aime bien couper du bois, je me chauffe au bois, j'aime bien faire des barbecues, voilà. C'est vrai qu'avoir un bout de forêt, ce serait pas mal. Donc là, j'ai acheté un petit bout de forêt, et c'est vrai que de temps en temps, quand je suis un peu, je sais pas trop quoi faire de ma journée, le week-end, par exemple, avec les enfants, je les prends, on va se balader dans la forêt, sans faire... 1500 activités, quoi. On va marcher juste dans la forêt et les enfants ils se régalent, ils n'ont pas besoin tout le temps d'aller faire des parcs d'attractions, regarder des films au cinéma, jouer avec les nouveaux jouets ou les nouvelles Nintendo et tout ça.
Les enfants, ce qu'ils aiment, c'est aussi profiter de ces moments de nature qu'on a. Finalement, on habite à Montpellier, mais tu vas à 15 km au nord, tu es dans la forêt ou tu arrives à Saint-Guilhem-le-Désert au bord de la rivière. Enfin, c'est-à-dire, la nature, c'est quand même un truc qui, en fait, te fera toujours du bien. Moi, je comprends que les gens, je reviens de Paris, là, je suis parti faire les 10 ans de mariage de ma cousine à Paris, j'en reviens là. Je vois des gens dans la rue, ils se parlent, t'as l'impression qu'ils sont tout le temps agressifs, les gens. Je leur dis, mais les gars, qu'est-ce qui va pas? Eh ben, je me suis levé, j'étais pas en forme, nanana. Et en fait, c'est parce que les gens, je pense qu'il leur manque aussi ce petit côté avec la nature, de se dire, en fait, nous, on est vraiment pas grand-chose sur cette planète, sur les peut-être 80, 100 ans maximum sur lequel on va vivre, alors que les arbres, ils vont pousser pendant 40, 50, 60, 200, 300 ans. Et en fait, nous, on va rien apporter, quoi. Donc, je pense qu'il faut être là, essayer d'apporter le maximum qu'on peut à nos familles, à nos générations, aux gens qui sont autour de nous. Mais ça ne sert à rien de fracasser la nature pour essayer d'en tirer le maximum, quoi. Voilà. Moi, c'est pas mon état d'esprit, quoi. Voilà. Je ne serais peut-être pas un millionnaire, je ne serais peut-être pas l'agriculteur le plus riche de France ou du monde, mais je m'en contrefous, quoi. Et le rugby dans tout ça? Le rugby, ça a été mon histoire d'amour de jeunesse. J'ai commencé quand j'avais 6-7 ans. C'est là où j'ai appris l'école de la vie, le partage, l'abnégation, le combat, peut-être aussi mener les équipes. Voilà. Et puis c'est là où j'ai rencontré tous mes amis que j'ai encore au quotidien aujourd'hui. J'ai vu le partage il y a 2 semaines à ton anniversaire. C'est des gens voilà, avec qui j'ai donné, des gens qui m'ont donné, et puis il y a pas de. Puis après il y a des gens que tu vois, que tu revois pas. Il y avait un mec qui était venu que j'avais pas vu depuis qu'on s'était quitté en fin d'espoir à Montpellier. Je l'avais pas revu. Je lui avais envoyé un SMS. Je sais même pas si c'était encore le bon numéro. Il est quand même venu. Ça m'a vachement surpris, mais je trouve que c'est une force le rugby pour ça. C'est une école de la vie, quoi. C'est un truc. Moi, tous les mecs que j'ai rencontrés, par exemple l'éleveur de bœuf que vous avez mangé à midi, le carpaccio de bœuf que vous avez mangé à midi, c'est le carpaccio de bœuf de Raoul Maillan, qui est éleveur de taureaux de Camargue et qui fait aussi du Black Angus. Et ce mec-là, on a joué 3e mini tous les deux au même poste à Nîmes. On s'est rencontrés. Et puis quand j'ai appris à le découvrir et tout ça, je lui ai dit, putain, j'ai ce projet des halles, est-ce que tu me vendrais pas tes bœufs? Il m'a dit, si, mais d'abord, avant que je te les vende, viens d'abord les voir, que tu te rends compte de ce que c'est la viande que je vais te vendre. Je dis, feu, je viens, on est à débarquer chez lui. On avait ces bêtes qui étaient à perte de vue en pleine Camargue, parce que la Camargue, on n'imagine pas, mais la Camargue, c'est à perte de vue. et les bêtes, elles étaient là au milieu des chevaux, mélangées avec les taureaux de Camargue et tout. Et je disais, mais quand est-ce qu'elles voient les bâtiments, tes bêtes? Ils me disent, tu crois qu'elles ont besoin de voir des bâtiments? Il fait tout le temps bon chez nous. Elles mangent l'herbe qu'il y a, quand il n'y a plus d'herbe, on les change de près. Voilà, enfin, et cette vie de cow-boy un peu camarguais, quoi, tu vois, ça m'a fait rêver. Et puis ce gars, moi, dans ma vie, je pense que j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça, peut-être parce que mon prénom le va bien, Félix, qui veut dire la joie en latin, donc, et en espagnol aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours bien apporté. Tu vois, ça, je savais pas. Putain, ça te va vachement bien. Ouais, voilà. Oh la vache, ça te colle à la peau. C'est ça. Et donc, c'est vrai que tous les producteurs et artisans que j'ai rencontrés au fur et à mesure de la vie, puis il y en a pas mal avec qui ça a matché, qui aujourd'hui... en fait, je suis trop fier d'avoir construit cette baraque en bois, quoi. Enfin, ce gros chalet, ce gros bâtiment, cette grosse grange à l'ancienne un petit peu, où dedans elle s'est vachement modernisée avec une cuisine de super qualité. Enfin, on a un chef qui est génial, on a des produits qui sont top, je confirme. On a un lieu qui est assez agréable, on a un espace extérieur qui peut accueillir énormément de monde. Justement, avant de faire cette interview, on y a déjeuné d'ailleurs avec Thibaut, mon associé qui est derrière les caméras. Effectivement, c'est juste exceptionnel. Enfin, on s'est régalé, mais vraiment. L'expérience est juste exceptionnelle. C'est top. Bon, c'est pas moi qui étais au fourneau, mais voilà, c'est l'équipe qu'on a réussi à monter. Je veux dire, l'expérience est fabuleuse. On arrive au hall, il y a ces produits qui sont à disposition que tu peux acheter. En gros, les produits que tu manges, tu peux les acheter. Tu as tes cuisines ouvertes où tu vois tout se faire. Et puis tu déjeunes, tu es face au verger qui te nourrit. Enfin, à 2 pas de Montpellier. Juste, franchement, le projet est juste magnifique. C'est gentil. Merci Jess. Juste magnifique. Est-ce que pour clôturer cet épisode d'Hors Normes, est-ce que en débutant ta carrière professionnelle, tu aurais imaginé, ne serait-ce qu'une seconde, être là où tu en es aujourd'hui? Ou faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, quand j'ai commencé, vraiment à 22 ans, je pense que je ne savais pas trop où j'allais en vrai. Je ne savais pas trop ce qui m'attendait dans la vie. Donc je vais dire que non. Mais je pense qu'au fond de moi,
au fond de moi, au fur et à mesure de la vie et de ce que je voyais, de ce que j'ai découvert et tout ça, je pense que j'ai toujours eu envie de pouvoir proposer, par exemple, mon huile d'olive, mes fruits à des restaurateurs. Parce que j'ai toujours travaillé avec des restaurateurs qui ont des bons restaurants. Je travaillais avec des restos pas étoilés, mais des restos un peu gastro qui travaillent super bien. Il y a le Mas de la Feuillade juste à côté, qui est un super restaurant. Je travaillais avec Sénat, je travaillais avec Sébastien Misseri du restaurant Tandem, ou Alexandre Savoie, restaurant Braise à Montpellier. Voilà, j'ai même vendu mon huile à l'Assemblée nationale. Donc, ouais. Ok, exceptionnel. C'était assez sympa, ça. C'était des expériences qui étaient cool. Comment c'est possible? En fait, Richard Ferrand, qui était l'ancien comment il s'appelle, la personne qui tient l'hémicycle, le président de Sénat, c'est oui, voilà. Et c'était un ami de mon père, et c'était un ami véronais que en fait, mon grand-père avait formé. Et donc ce Richard Ferrand, quelqu'un que je connaissais très bien, un jour m'avait dit mais ton huile est super bonne, tu devrais essayer d'envoyer des échantillons à l'Assemblée. Je l'avais fait, et le chef de cuisine m'avait appelé pour prendre mon huile. Ouais, c'était une expérience. Et puis après, il m'avait fait venir livrer de l'huile, et puis il m'avait reçu pour un petit repas là-bas. Il m'avait fait visiter tout ça. C'était une expérience qui était assez sympa, qui m'avait bien sorti des champs aussi. Et je m'étais dit, aujourd'hui, tu es agriculteur, tu produis, tu adores faire partager les choses. Qu'est-ce qui serait de mieux que de créer un restaurant où on peut cuisiner tes propres produits, quoi. Je pense qu'au fond de moi, j'en avais envie, même si ça m'est jamais arrivé à l'esprit. C'est plutôt là, dans les 2 dernières années, là où vraiment ça s'est développé, cette idée de mettre en avant vachement le côté nourriture d'agriculteurs français par le biais du restaurant. Parce qu'en fait, il n'y a que comme ça, en fait, que tu peux le mettre en avant, quoi. C'est qu'en le goûtant, en fait. C'est-à-dire que souvent, tu vas au supermarché, tu vois des tomates qui sont à la perfection et tout, tu vas aller l'acheter, tu rentres chez toi, tu la manges, tu te dis waouh, pourquoi j'ai acheté ça, quoi? Quel était l'intérêt d'acheter cette tomate? Moi ici, tu viens chez nous, tu manges une salade de tomates, si la salade de tomates elle t'a conquis, tu peux repartir avec des tomates qui t'ont fait plaisir. Donc je trouve que le lien, il est vachement intéressant. Si l'agneau que tu as mangé à midi, tu le trouves bon, tu peux repartir avec toi, par le biais du magasin. Je trouve que c'était quelque chose qui moi, me manque dans une boutique de producteurs, c'est d'avoir un lieu où on peut goûter le produit tout en l'achetant, transformé par un restaurateur. Enfin, je trouvais ça assez sympa. Je trouvais ça même à l'idée un peu folle que personne ne l'ait fait, parce que je trouvais ça si simple, entre guillemets, de faire ça. Et après, j'ai vu que c'était pas si simple quand même, une fois qu'on l'a mis en place. C'est pas si simple, il y a quand même beaucoup de gestion, il y a beaucoup de choses à gérer, à mettre en place, à checker. Moi, c'est vrai que la partie gérer l'humain, c'était quelque chose que j'avais pas du tout dans mon ancien c'est vrai que là, t'étoffes tes compétences, là, ton champ de compétences. Compétences de gestion de l'humain, gestion des finances, gestion des stocks, enfin voilà, essayer de gérer au mieux pour avoir le moins de pertes possible, que tout le monde soit content et d'avancer dans les meilleures avancées. Donc non, je pense que quand je me suis installé à 22 ans, non, je pense que je pensais jamais en être là aujourd'hui. Mais par contre, je sais pas trop dans quoi j'en serai dans 10 ans. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, mon grand rêve, ça serait de construire mon domaine dans mes oliviers. Voilà, avoir mon domaine à Montarno, voilà, dans les oliviers, avoir mon moulin, ma confiserie, peut-être mon petit magasin, pourquoi pas un petit restaurant ou quelques chambres d'hôtes pour accueillir des gens de passage qui veulent venir un petit peu se ressourcer dans le sud de la France, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que Montarno, en plus, ce qui est bien, c'est que t'es à 40 minutes du plateau du Larzac, t'es à 40 minutes de la plage, t'es à 10 minutes de la rivière. Voilà, donc moi, c'est un endroit qui me plaît bien. Et puis je pense que j'ai un affect particulier à ces oliviers, parce que ça a été quelque chose qui m'a été quand même un petit peu forcé par mon père et ma mère, par mes parents, et qu'aujourd'hui, en fait, je suis fier d'aller au travail au quotidien pour ça, quoi. Ouais, on sent qu'il y a un lien émotionnel, en tout cas, avec cette histoire. Mais je pense que c'est important. Je pense que la vie, elle est faite aussi de certains choix à un moment donné, où ce choix, j'aurais pu ne jamais le prendre. Exactement. Voilà, Mais c'est exactement ce que je disais. Effectivement, tu l'as accepté, tu l'as même embrassé, sublimé. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, en tout cas, la force, la puissance que tu dégages dans tout ce que tu fais au quotidien, là même en évoquant ton projet et tes futurs projets. Et je te souhaite de réaliser ton rêve à Montarno, et je suis convaincu que tu y arriveras d'une manière ou une autre. C'est effectivement...
en tout cas, c'est très plaisant. En tout cas, c'est inspirant, ça c'est clair, de t'écouter et de voir encore que tu n'es. J'ai presque envie de te dire que tu es presque que au début. Des choses que j'ai à faire. Disons, déjà, c'est vrai que ça fait que... Tu vois, je me suis installé en 2009. Les premières récoltes des oliviers, je vais dire, je les ai commencées en presque 2017, 2018 quasiment, tu vois. Les récoltes où vraiment je commence à sortir des olives des arbres. Donc déjà, cette fin laps de temps où j'avais pas de récolte, donc je rentrais pas vraiment dans le vif du sujet de mon métier. Après, j'ai planté ces arbres en 2016. J'ai commencé à récolter 3-4 ans après les premiers fruits. Donc, tu vois, disons que je deviens agriculteur réellement avec quelqu'un qui produit des produits agricoles qui sont comestibles. Je veux dire, depuis quasiment 2018-2019, quoi. Donc, tu vois, moi qui prends l'information telle qu'elle vient, je me dis, tiens, c'est marrant, comme ton rêve serait effectivement à Montarnot de mettre une maison au milieu des oliviers, un moulin, peut-être des chambres d'hôtes, etc. Et finalement, tu as 10 premières années de ta vie, tu les fais, tu apprends ton métier. Quelques années plus tard, suite à ça, tu as ce projet qui se monte, qui se crée. Donc, tu développes d'autres compétences de gestion, d'un restaurant, de personnel, etc. Je me dis que ça y est, on est à mi-chemin et que tu te rapproches de plus en plus vers ce qui, pour l'instant, est peut-être de l'ordre du rêve, mais qui est en train de se former en vision et très certainement, dans quelques années, sera opérationnel. Tu vois, ouais, c'est sûr. Et puis, on a l'impression que tu es sur le chemin, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai quand même une femme qui me pousse beaucoup derrière, qui m'encourage quand même très régulièrement, même si des fois c'est dur pour elle parce qu'elle me voit des fois un peu moins présent ou un peu absent ou très obsédé par ce nouveau métier entre guillemets avec les halles et tout ça. Mais elle dans notre idéal, voilà, c'est qu'on se retrouve un jour aussi dans notre domaine, dans les oliviers. Et puis je sais que elle est tout le temps derrière à m'accompagner et tout ça. Et puis moi, c'est vrai que même dans les coups durs que j'ai eus, elle a toujours été derrière moi. Quand j'ai perdu mon père et tout, elle m'a toujours un peu poussé. Elle était jamais là pour me dire oh, c'est rien, ça va passer. Non, elle me dit non, mais là il faut que tu te réveilles, il faut que tu avances. La vie elle n'est pas finie. Nous aussi on est là, on a des enfants, il faut avancer, il faut continuer, il faut pas être morose. Donc je pense qu'elle m'a quand même énormément tiré vers le haut tout au long de ma vie. Et parce que je suis pas devenu comme ça tout seul. Hein. J'ai des gens qui m'ont entouré et qui m'ont permis de l'être, notamment ma femme qui est au quotidien, à la fois dure avec moi, mais à la fois très aimante et à me tirer vers le haut au quotidien. Dès qu'elle voit que j'ai un petit moment de faiblesse, elle me remet un peu sur les rails et elle me booste, quoi. Voilà. Puis c'est elle aussi qui aujourd'hui entretient quand même le foyer familial, donc qui me permet aussi de faire ce projet qui aujourd'hui ne nous rapporte pas trop vraiment d'argent et toute cette agriculture qui pour moi est peut-être un peu idéale, idyllique, quoi. Et sans elle, peut-être que je ne pourrais pas parler comme ça et faire ce que je fais aujourd'hui, quoi. Voilà. Son prénom, c'est Lou. Lou. Ouais. Merci Lou. C'est clair, merci Lou. D'épauler Félix dans ce projet incroyable et de faire en sorte aussi que, grâce à elle aussi, tout ça, à travers ton projet, vive. Merci. Je pense que c'est un joli mot de la fin, de finir sur un remerciement pour sa femme, non? C'est clair, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Ça m'est venu comme ça en plus, c'était pas du tout très bien. Mais bon. Merci Félix. Merci à vous, merci à toi. Merci. Je suis ravi. On a chopé un bon coup de soleil, mais moi j'ai perdu un peu d'eau là, mais en tout cas, merci beaucoup. En ce qui nous concerne, pour d'autres, évidemment, comme d'habitude, si vous avez questions, interrogations pour d'autres, en tout cas pour mon échange avec Félix, j'arrive plus à parler, je pense que j'ai très chaud. Là, je pense qu'il me tarde de boire un bon verre d'eau. En tout cas, on va finir simplement. Merci à tous de nous avoir suivis et à très très bientôt pour un autre épisode d'Hors Normes. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.